pense qu'on va ouvrir la causerie sur toute l'œuvre et sur Dominique Cabrera qui est avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre la parole, il y a un micro qui tourne et Dominique est là pour répondre à vos questions, pour discuter avec vous et voilà. On va gentiment commencer. Allez, merci. Je vais poser une question bateau pour démarrer. Comment tu es arrivé à faire du cinéma, à être cinéaste? Parce que je sais que ton père a ouvert un magasin, c'est ça que tu me disais à Alger, de photographie. Non, pas à Alger, pardon. Non, mais peu importe. Mais de photographie et d'image. Donc est-ce que c'est de là que te vient cette affinité pour les images, le cinéma, ou c'est venu par la suite ou d'ailleurs? Ben, c'est bien une question à laquelle on n'a pas trop de réponse. Mais je peux raconter. Enfin, tu vois, je peux. Oui, forcément, quand je me pose cette question, parce que moi aussi, je me la pose. Oui, je me dis que c'est sûrement comme ça que c'est venu, quoi. C'est sûrement. Parce que la photographie, c'était quelque chose qui était énormément pratiqué dans la famille. Par mon père, donc, qui avait découvert le fait qu'on pouvait développer des photos quand il était au service militaire. Et donc, il s'est mis à ouvrir ce petit magasin de photos d'identité donc dans un village, en fait, qui s'appelait Relisane, qui s'appelait Relisane, oui, où je suis née. Et donc, il faisait ce travail-là, en plus du travail salarié qu'il avait. Et donc, il a pris beaucoup de photos. Mes oncles aussi prenaient beaucoup de photos. On prenait beaucoup de photos dans la famille, quoi. C'est vraiment quelque chose... voilà, il y a énormément de photos de cette époque. Voilà, donc comme beaucoup d'enfants, j'ai dû être prise beaucoup en photo. Et il y avait aussi des films, en fait. C'est-à-dire que mon père, dans son petit magasin de photos, louait des projecteurs Super 8 et des bobines de films de Charlie Chaplin. En tout cas, c'est ceux dont je me souviens. Et les gens les projetaient, en fait, chez eux. Et nous aussi. Donc j'ai des souvenirs comme ça de films Super 8 projetés sur les murs. Je pense que ça m'a ça m'a impressionné. Et il y avait aussi le cinéma. Je me souviens comme ça de cette sensation très très captivante, presque effrayante du cinéma énorme dont on ne comprend pas tout à fait le sens en fait. Et en fait, je crois que j'ai été cinéphile bien plus tard, mais mon vrai mouvement profond de cinéaste est plutôt relié à ce mystère en fait du cinéma que à la cinéphilie. En fait, voilà, il y a quelque chose de profondément brut plutôt dans la passion que j'ai pour l'image et le cinéma. Il me semble que ça a à voir avec capter de la vie, quoi. Vraiment la base de la photographie et du cinéma, au-delà des auteurs, etc. Bien plus tard, j'ai vu à la télévision, dans le cinéma de minuit, le ciné-club, pardon, et puis après dans des ciné-clubs, dans des cinémas, j'ai vu des films et j'ai progressivement compris qu'ils avaient des auteurs, que c'était un art, mais ma passion, c'était la chose elle-même, plus que la culture. Vous voyez ce que je veux dire? La culture qui me plaisait à moi quand j'étais enfant, c'était les livres, les histoires, la littérature. Je voulais être romancière. Puis finalement, voilà, je suis devenue cinéaste. Parce qu'à un moment, j'ai compris que on pouvait faire des films qui étaient aussi profonds que les romans dans lesquels j'étais engloutie, quoi. Qui vous a inspiré en tant que réalisatrice? Quel film, quel réalisateur, je pense que fondamentalement, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est autre chose, en fait. Tu vois, c'est vraiment le cinéma en tant que médium. Après, ça a été beaucoup les cinéastes de mon époque, en fait. Les cinéastes qui, dans les années 70, étaient les cinéastes, la nouvelle vague, tu vois, Godard, Renoir,
Truffaut, Pasolini. J'ai vu tous ces films à ce moment-là, et ça nourrissait Bergman. Je me souviens d'une projection d'un film qui s'appelle Crise et chuchotement, qui m'avait énormément impressionné. C'était un des premiers vrais films, œuvres d'art en fait, que je voyais. J'avais pas tout compris, mais j'avais été complètement bouleversée par le film. Je me souviens encore de la séance. Mais oui, enfin, j'ai aimé énormément de films, et en fond, j'aime toujours beaucoup le cinéma. Mais j'ai pas l'impression que j'ai cherché à... s'il y a une filiation, c'est peut-être plus avec Renoir, par exemple. Mais j'ai été influencée par des tas de cinéastes. Bien sûr, Ken Loach, dont on a vu les films, évidemment que... Mais j'ai pas le sentiment d'être l'héritière d'un cinéaste. Il y a quelque chose qui a beaucoup compté pour moi, ça a été le fait qu'il y ait des femmes cinéastes. Puisque donc, j'étais une jeune femme, et au moment où j'ai commencé à désirer faire des films, il y avait très peu de femmes cinéastes, et donc l'image en fait, il y avait une photographie que j'avais vue avant même de voir ces films d'Agnès Varda, qui était en train de tourner avec Nourit Aviv, sa chef-op. Donc cette image en fait de ces deux femmes avec une caméra, ça a énormément compté pour moi comme encouragement. Si elle pouvait le faire, si elle avait pu le faire, je pouvais le faire. Et donc après j'ai commencé à voir des films d'Agnès Varda et à être captivée par sa manière de faire, mais plus comme un modèle de vie que comme un modèle cinématographique. Même si finalement la programmation là que nos amis du festival ont faite, elle est juste par rapport à mes films. C'est-à-dire que Agnès Varda et Ken Loach, d'une certaine façon, c'est vrai que je suis inspirée en fait par ces deux courants, on pourrait dire. J'en suis l'écho des années après. Dire un cinéma autobiographique et puis un cinéma social. Mais voilà, c'est des courants qui se sont rencontrés sans que j'ai une volonté en fait de les continuer. Et par exemple, à l'époque où je vois les films d'Agnès Varda, il y a une cinéaste dont j'ai vu beaucoup de films à ce moment-là, vous connaissez peut-être pas parce qu'elle est plus tellement montrée, qui était Marta Metzáros, qui était une cinéaste hongroise qui faisait des films féministes. D'ailleurs un peu dans la même veine que ce que vous avez vu avec le film de Miloš Forman, Au feu les pompiers. Donc cette nouvelle vague là, des pays de l'Est, elle était très forte en fait au moment où moi j'ai commencé le cinéma. Et donc elle m'inspirait beaucoup, mais j'étais aussi inspirée par Pasolini. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui me passionnaient en fait. Et très souvent puis c'était ça a été aussi un moment extraordinaire d'invention de formes dans le cinéma, plus grand qu'aujourd'hui en fait, où le cinéma est beaucoup plus formaté. C'est-à-dire il est beaucoup plus dans la main du commerce. Au moment où moi je découvre le cinéma, il y a toutes les semaines il y a des films extraordinaires qu'on continue à voir aujourd'hui. Donc très souvent j'entrais dans un cinéma, je sais pas moi, à 14h, et je restais en fait, puisqu'on faisait c'était des séances continues, donc je restais à 16h et à 18h, donc je voyais le film 2-3 fois. C'était super ça. J'étais vraiment captivée par le médium en fait, et l'invention des formes. Et on voit bien que c'est ce qui m'a intéressée. C'est-à-dire que les films que vous avez vus là, ils ont des formes très différentes. J'ai essayé de... Voilà, c'est ça qui me plaît en fait. Et Les Amours d'une blonde, exactement. Ouais, c'est un film génial. Les Amours d'une blonde, pardon. Les Amours d'une blonde, oui, le film que Ken Loach a montré en fait, comme carte blanche. Oui.
mais j'aimerais savoir quel regard vous avez sur vos propres films et comment vous arrivez à vous ouvrir dans vos films, notamment les films autobiographiques. M'ouvrir. Vous livrer, vous confier. Ah oui. Parce que c'est rendu au public. Voilà. Il y a vraiment deux questions là. Oui, Quel regard j'ai sur mes films, ça c'est une sacrée question. Parce que c'est-à-dire les films, pour la personne qui les fait, s'inscrivent dans tout un parcours de vie. Donc quand je revois mes films, ou quand j'y pense, je pense pas seulement aux films, je pense aux personnes en fait avec qui j'ai fait le film. Comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment on a travaillé ensemble. Il n'y a pas que le film en fait. Là par exemple quand je rentre dans la salle et que je vois le générique, forcément je pense à toutes ces personnes avec qui j'ai fait le film, ça compte énormément. Ça compte beaucoup non seulement dans la vie, mais dans ce qui est fait. Là par exemple je vous ai parlé tout à l'heure de Jacques Pamard qui fait l'image sur Chronique d'une banlieue ordinaire, ou Hélène Louvard qui fait l'image dans Une poste à la Courneuve. Ce travail, il est intime, il est très important. Si c'est l'un, c'est pas pareil que si c'est l'autre. Donc c'est presque le cas pour tous les protagonistes du film, en fait. C'est pour ça qu'il a raison, Ken Loach, de dire « nous ». Même si c'est pas un « nous » qui est en bonne... on n'est pas toujours copains, quoi, dans ce « nous ». Ça peut être un « nous » de conflit, mais c'est vrai que c'est un « nous » qui fabrique le film. C'est un « nous » dont le chef d'orchestre, ou dont, je ne sais pas, l'animateur, je ne sais pas comment on peut le dire, ou le capitaine du bateau, ou je ne sais quoi, c'est la personne qui fabrique le film. Parce que c'est un « nous » où il y a quelqu'un qui anime, en fait, qui donne le « là », qui donne la sensation, le dialogue des inconscients, qui fait que c'est tel film et pas un autre. Et il est vraiment composé d'un « nous ». Donc quand je regarde mes films ou je pense à mes films, je pense à ce nous, à ces nous. Après, comme beaucoup d'artistes ou d'êtres humains d'ailleurs, quand vous pensez à votre propre passé, quel regard vous pouvez avoir sur votre vie, quoi. Voilà, c'est vraiment la question. Alors donc moi j'ai énormément de regrets, je le dis. J'ai énormément de regrets, de remords, voilà, il y a des choses que je trouve belles, évidemment, je m'en rends quand même compte, dans les films, il y a des choses que je trouve réussies, au sens où j'ai l'impression que quelque chose a été capté de la beauté, de la complexité d'une question, d'un moment, d'une personne. Après, il y a des hauts et des bas, hein. Il y a des moments où on est arrivé à le faire, et puis d'autres moments où c'est moins bien, où c'est moins fort, ou en tout cas j'ai cette impression, enfin, vous voyez, c'est-à-dire que j'ai, par rapport à mes films, j'ai un regard très critique. De quelqu'un qui essaie de faire mieux, qui est toujours dans une insatisfaction. C'est un des trucs qui est dur. Enfin bon, après, il faut pas exagérer, il y a des choses plus dures, mais c'est vrai que c'est une des choses qui est le pire, en fait, peut-être dans ce travail-là, en tout cas pour moi, c'est cette insatisfaction perpétuelle. Voilà, ça c'est vrai que c'est très pénible. Mais en même temps, c'est ce qui est un moteur. Voilà, très souvent, je pense à des moments des films où je suis toujours malheureuse. Par exemple, dans Une poste à la Courneuve, il y a un plan qu'on n'a pas monté. Chaque fois que le film est projeté, je pense à ce plan. Je regrette de ne pas avoir monté ce plan toujours aujourd'hui. C'est toujours vivant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tant mieux, ça veut dire que c'est pas pour rien, quoi, que je fais ça. Bon, et puis il y a du plaisir, hein, évidemment. Certains moments, Monique Amour, je trouve toujours qu'elle est sublime, que je suis tellement contente qu'on se soit mise à la filmer. Voilà, c'est une matière vivante en fait. Voilà, pour moi, c'est une matière vivante. Donc, elle a ses aspérités, ses douceurs, et puis ça peut changer aussi. Ça peut changer. Par exemple, il y a 3 semaines, on a fait une projection à la Cinémathèque d'un film que j'ai fait, dans lequel joue Marilyn Canto, qui va venir présenter avec moi tout à l'heure Nadia les hippopotames. C'est un film qui s'appelle Le lait de la tendresse humaine. Et la projection, il y a eu une projection en 35 mm, et ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu le film. Donc il y a eu une sublime projection dans le matériau dans lequel on a fait le film, où il y a une très très belle lumière.
Puis des plans magnifiques. Enfin, c'est pas seulement qu'ils sont beaux les plans, c'est que grâce au support, on sent des émotions qu'on a construites. Et là, j'ai senti que le film touchait vraiment le public. Et moi, d'ailleurs, je suis restée, je croyais que je partais, puis je suis restée au fond, puis j'ai quasiment vu tout le film, et presque tout le temps, jusqu'à un certain moment où je trouvais que c'était pas très bien, mais disons les 3/4 du film, je l'ai trouvé beau. Ça a été un événement pour moi. Et justement là, le point de vue que j'avais sur le film a changé parce que le temps avait passé. Je ne sais pas, je l'ai vu autrement. Je trouvais qu'il était quand même assez raté, et puis là, je l'ai vu dans sa beauté. Mais j'ai lu il n'y a pas très longtemps quelque chose qui m'a vraiment frappé sur sur le fait qu'une œuvre d'art, on pouvait la considérer soit du côté de sa lumière, soit du côté de son squelette, on pourrait dire. Et que, suivant le point de vue qu'on avait, c'est-à-dire si on était prêt à l'aimer et à l'admirer, on allait voir plutôt son côté lumineux, et que si au contraire on était plutôt dans un point de vue de critique, on allait voir ses mauvais côtés, et que rares étaient les œuvres qui n'avaient qu'un angle lumineux. Par exemple, La Recherche du temps perdu de Proust, on pourrait le lire comme un truc interminable, mais on peut aussi évidemment le lire sous un autre angle. Mais souvent, comme chez les personnes d'ailleurs, les deux angles peuvent miroiter d'une façon différente. Il n'y a pas de chef-d'œuvre sans la chair, sans les os, etc. Et dans le travail de cinéma, quand on est en train de le faire, je veux dire, on passe par justement ces points de vue différents. C'est-à-dire, par exemple, les jeunes gens là qui font des films, vous allez peut-être le vivre, on va tourner le film. Et donc être dans une espèce d'élan formidable, on a l'impression que ça a fonctionné, il y a eu des tas d'émotions, etc. Et puis, 2 semaines après, on regarde les rushs. Et là, 90 fois sur 100, c'est la déception totale. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que les os, les nerfs, les viscères, enfin voilà, tout cette espèce de matériau qui encombre en fait, enfin qui est là au milieu, voilà. Puis donc tout le travail de montage, ça va être de faire exister l'étincelle de vie qu'il y a quand même eu dans le film. C'est rare qu'on le tue complètement quand même. Hein. Donc il y en a eu un, on essaye de le faire revivre au montage, et souvent à la fin de toute cette horrible période du montage, on est content parce que le film dont on avait rêvé au tournage, il ressurgit. Mais mort et naissance, c'est vraiment des étapes, en tout cas moi, et je pense que beaucoup de cinéastes, qu'on traverse dans la fabrication des films. Donc le point de vue que j'ai sur mon chemin en fait de cinéaste, il traverse ça en fait. Hein. C'est comme un mouvement toujours en train de se faire, même si il était dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je pense que c'est très proche aussi de la vision qu'on peut avoir de sa propre vie, qu'on soit cinéaste ou pas. C'est-à-dire qu'on va se raconter une histoire sur son parcours de vie. Et suivant les moments, cette histoire, elle va changer. C'est une interprétation, en fait. Et il y avait une deuxième partie par rapport au fait de te livrer. Ah oui, exact. Alors c'est l'impression que vous avez, donc vous avez vu mes films autobiographiques, alors. Eh bien, alors justement, donc je fais ce premier film, ce film qui s'appelle Demain et encore demain, après le film qu'on a vu tout à l'heure, Une poste à la Courneuve, où j'avais beaucoup filmé les personnes en fait, leur visage, etc. Et il y avait une journaliste qui avait écrit un article où il y avait un petit bout de phrase qui disait que les personnes en question étaient pauvres et moches. Donc moi, ça m'avait vraiment bouleversée d'avoir livré en fait ces personnes à un regard qui n'était pas tellement bienveillant, et ça m'avait assez empêché de continuer en fait. Et du coup, comme il y a eu aussi à ce moment-là, souvent les inventions techniques font naître des formes d'écriture, à ce moment-là il y a eu des petites caméras numériques qui sont arrivées, avec lesquelles on pouvait très facilement filmer en fait, que je pouvais mettre dans mon sac, etc.
Donc je me suis mise avec d'autres dans une association de cinéastes dans laquelle j'étais documentariste qui s'appelait ADOC. Je me suis mise à expérimenter en fait ces petites caméras. Et je me suis dit que ce serait chouette de faire un film. Enfin, j'ai eu la vision d'un film où j'allais me prendre moi comme personnage pour ne plus me mettre devant les autres. Et donc j'ai commencé à le faire en fait 1er janvier de l'année 95, et ça a été une sorte d'occasion pour moi d'expérimenter des tas de choses en fait. Là pour le coup c'est le contraire des 12 heures de rush. J'ai dû tourner une centaine d'heures en fait pendant peut-être 3/4 d'une année. Mais ça a été vraiment comme une école de cinéma en fait. J'ai essayé des tas de choses. Et j'avais, je pense, justement, une vision, en fait, du public. En fait, j'avais la vision que c'était un film que je faisais. Donc, un jour, je le montrerai. Mais j'avais une vision du public qui était abstraite. C'est-à-dire qui était, comment dire, comme la bibliothèque, si vous voulez, ou la cinémathèque. C'est-à-dire les grands cinéastes. Le cinéma avec un grand C, l'art. J'étais pas tout à fait dans une vision très concrète de la salle de cinéma. En fait, je pense que dans mes films, il y a vraiment deux courants. Il y a un cinéma qui est plus un cinéma de débat et d'intervention, c'est-à-dire que pour le montrer dans la salle de cinéma et puis discuter des questions que le film soulève. Puis il y a une autre inspiration qui est quelque chose qui a à voir plus avec la bibliothèque, la cinémathèque, enfin le monde des idées, on pourrait dire. C'est-à-dire quelque chose qui est un peu protégé de la violence sociale. Donc quand j'ai montré le film, en fait, parce que j'ai eu la chance que ce film, Demain et encore demain, ait une petite sortie en fait au cinéma, donc j'ai fait comme ça des espèces de tournées avec le film. Et c'est vrai que c'était un peu bizarre. C'est-à-dire que moi j'avais fait le film dans cette idée, voilà, en fait je lisais beaucoup il n'y avait pas beaucoup de films autobiographiques à l'époque. Aujourd'hui c'est vraiment un genre. Mais au moment où je fais le film, il y en a très peu. Il y a eu Hervé Guibert qui a fait La pudeur et l'impudeur que j'avais vu à la télévision. Et puis il y a beaucoup pour moi, l'inspiration, elle est la littérature. Colette, Virginia Woolf, les journaux intimes. Donc, et la peinture, qui est d'ailleurs filmée dans le film, Rembrandt qui se peint à différents âges de la vie, en fait. Donc, j'ai une vision qui est très protégée, en fait, vous voyez, qui est un monde où, en fait, il y a une compréhension. Il y a eu beaucoup d'empathie et de compréhension dans la salle de cinéma, mais, si vous voulez, je n'étais pas, moi, préparée, ou dans mon esprit, il n'y avait pas « je montre le film et puis j'arrive pour le débat ». Et c'est en fait ce qui s'est passé. Et c'était super bizarre, parce que évidemment, je voyais pas les choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, où le temps a passé, puisque Demain et encore demain, je l'ai fait en 95, donc vous voyez, on est en 2021, donc je vous laisse calculer. Aujourd'hui, ce n'est plus moi, en fait, qui est sur l'écran de 95. C'est-à-dire que c'est un peu moi, mais je suis une autre. Et donc, je suis plus proche aujourd'hui, quand je montre le film, au fond de la vision que j'avais quand je le réalisais. C'est complètement autre chose. Il est mieux placé, en fait, aujourd'hui, qu'il ne l'était au moment où on l'a sorti. Vous voyez ce que je veux dire. Justement, par rapport à ça, tu disais lors de la séance précédente... Et attends, juste une chose par rapport à votre question. C'est pour ça, en fait, que comme vous dites, je me livrais. J'avais pas le sentiment de me livrer au public. Vous voyez ce que je veux dire sur un mode de confession, d'exhibition. Parce que pour moi, je me livrais à quelque chose de plus grand. Comme Virginia Woolf quand elle écrivait son journal, comme Colette, comme, vous voyez, donc quelque chose qui n'était pas de l'exhibition, en fait. C'était ça dans mon esprit. Je ne sais pas si j'y suis arrivée. Et vous voyez, c'est exactement pour cette raison-là, en fait.
Oui, je disais avant, lors de la séance précédente, tu disais que tes films se bonifient avec l'âge. Bah, oui, j'espère. Oui. J'ai cette impression, mais bon. Dans les films qu'on a vus, les deux films qu'on a vus aujourd'hui sur la thématique de la banlieue, on voit qu'il y a des... je te disais avant, quand on discutait, qu'il y a des thématiques qui sont abordées déjà à cette époque, en fait, qui font malheureusement encore écho aujourd'hui, et en fait, qui anticipent, en fait, aussi sans rentrer dans un débat politique, mais qui rentrent en fait dans le contexte actuel. Et par exemple, dans Chronique d'une banlieue ordinaire, on a ce couple de grands-parents avec leur petite fille qui à un moment va dire ah mais c'est plus comme c'était avant, il y a de moins en moins de Français dans ces quartiers-là. Enfin, voilà, il y a de la rhétorique en fait qu'on entend déjà à cette époque qui va devenir quelque chose en fait de normal, j'ai envie de dire aujourd'hui. Plus banalisé. Plus banalisé, pas normal. Plus banalisé, ouais. Donc c'est aussi pour ça, moi je trouve que tes films se bonifient parce qu'ils sont encore dans l'air du temps en fait. Même c'est plutôt que l'air du temps n'a pas tellement changé. Ouais. C'est plutôt ça. Ouais. C'est plutôt ça, c'est-à-dire que ce que j'essaye de filmer à ce moment-là, c'est là, tu vois, je l'invente pas. Ouais. Mais c'est vrai que par exemple, Une poste à la Courneuve, au moment où je fais le film, donc il y a une sorte de privatisation rampante en fait qui commence à être décidée, en fait, à être mise en œuvre, pardon, et que ça a empiré. C'est-à-dire qu'on est dans un moment, dans un monde où le service public est détruit. Dans le service de santé, vous connaissez évidemment la situation dans laquelle on vit. Donc, ces films-là, ils font écho à quelque chose qui commençait ou qui était en œuvre à ce moment-là et qui a empiré. Voilà, donc je ne l'ai pas inventé au moment où on le filme, c'est là. Mais peut-être qu'on le voit mieux avec le temps qui a passé, en fait. Plutôt que notre regard, peut-être, il est aiguisé par ce qu'on vit aujourd'hui, et donc on reconnaît dans les films ceux dont on souffre davantage aujourd'hui, peut-être qu'au moment où je le filmais. Donc je le filmais comme quelque chose qui émergeait. Par exemple, moi j'étais très choquée au moment, dans le film Une poste à la Courneuve, enfin très choquée, oui. En fait, on voit dans le film Une poste à la Courneuve comment c'est le travail des postiers et leur investissement personnel qui fait que ça fonctionne. Et le jeune postier qui me dit la nuit, nous on est la poste, on leur fait sentir qu'ils appartiennent à un pays, qu'ils appartiennent à une collectivité. C'est très fort. Et au moment où je le filme, au fond, il définit le service public. Et au moment où je le filme, en fait, je comprends que c'est lui-même qui le dit. C'est-à-dire, il le formule, lui, pour lui, et on ne l'a pas formé à penser ça. Et ça, je regrette d'ailleurs que ce ne soit pas inscrit dans le film. Peut-être qu'on le comprend, mais c'est lui, avec ses mots, c'est-à-dire avec ce qu'il a de morale politique, avec de morale personnelle, qu'il définit le service public. Quand je lui demande d'où viennent ces mots, non, on lui a jamais dit ce mot-là, quoi. C'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, déjà, c'était en train d'être volontairement détruit, quoi, y compris dans l'enseignement qu'on donnait aux jeunes postiers. Et bon, j'ai essayé de le filmer, mais c'était là. C'est-à-dire que derrière lui, on voit les affiches sur les placements financiers. Tu vois, en fait, c'est là dans le décor de la Poste, quoi. Et ça a malheureusement empiré par la suite, quoi. Enfin, empiré, en tout cas, c'est mon point de vue. Ouais. C'est... Madame. Il arrive. Merci tout d'abord. Et d'autre part, Ken Loach nous a proposé hier Les Amours d'une blonde de Milos Forman comme carte blanche. Ah oui. Si vous aviez eu une possibilité de carte blanche pour ce festival, qu'auriez-vous choisi comme film et pourquoi?
Et j'ai une deuxième question. Vous parlez de la littérature comme ressource et comme source. Est-ce que vous avez été effleuré un moment sur la possibilité d'utiliser la caméra pour une œuvre littéraire, de vous confronter à la mise en image grâce à la caméra d'une œuvre littéraire. Une adaptation, quoi. Une adaptation ou une relecture. Ah oui, oui. C'est pire que le concours de l'ENA, hein. Que je n'ai pas passé. Pas encore. Et bien... Et j'ai pas eu de prépa, là. Bon. Et qu'est-ce que j'aurais montré comme carte blanche? Il y a plein de trucs que j'aimerais. D'abord, les films de Ken Loach qu'on a vus. Franchement, Sweet 16, que j'ai revu, donc... Enfin, j'ai pas revu Sweet 16, mais j'ai revu Lady Bird et puis Sorry I Missed You. Et j'avais revu pas longtemps avant, moi, Daniel Blake. Voilà, il y a plein de... Et au Riff Raff, enfin, il y a beaucoup de films de Ken Loach que je trouve extraordinaires. J'aurais pu mettre cette carte blanche. À la Cinémathèque, il y a 3 semaines, donc quand j'ai montré Le lait de la tendresse humaine, j'avais une carte blanche. Et donc j'ai choisi un film que peu connaissent, parce que je voulais montrer un film réalisé par une femme. Parce que quand même, être une femme et faire des films, c'est pas rien non plus, il faut bien le dire. Donc, et j'ai choisi un film dont je me souviens plus en fait, Longs adieux, d'une cinéaste ukrainienne qui s'appelle Kira Muratova. Kira Muratova, elle a fait des films... Voilà, dans les années 60, 70, et puis jusque vers dans les années 90. Elle a fait des films très, très inventifs sur le plan de l'écriture, et qui m'avaient énormément... ces 2 premiers films, Brève rencontre et Longs adieux en particulier, m'avaient bouleversée quand j'étais jeune cinéaste, quoi. J'aurais pu montrer ce film-là. Il y a beaucoup de films. Agnès Varda, j'aurais pu choisir Les plages d'Agnès, par exemple, que je trouve magnifique. Plein de films en fait. C'est vrai que Crise et chuchotements. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu mon problème comme cinéaste. J'aime beaucoup de choses. Beaucoup de cinéastes qui en fait ont trouvé une manière de faire ou ont une manière de faire qui correspond à leur personnalité. Ils vont creuser en fait. Moi, je dois avoir une personnalité éclatée, double, triple. Donc j'aime beaucoup de choses et je vais faire des films différents, quoi. J'aurais pu choisir, il y a un cinéaste américain qui a fait des films autobiographiques qui s'appelle Ross McElwee. Voilà, j'aurais pu choisir un film de Ross McElwee. Voilà, un film de Renoir. J'aime énormément, par exemple, un film de Renoir qui s'appelle Partie de campagne. Voilà, Godard. Ouais, j'adore le cinéma, en fait. Voilà, donc... En fait, j'aime quand c'est vivant. Voilà. Fond... Il y a des cinéastes ou il y a des cinéphiles pour qui un certain courant du cinéma est comme une identité. Ils vont détester ça. Voilà, je déteste ça. En fait, il y a des films que j'aime plus que d'autres, mais... quand c'est sincère et vivant, j'adore en fait. Même si la manière de faire le film ne correspond pas à la mienne. Voilà, là je pense à un film qui s'appelle Vanda de Barbara Loden. Ou je sais pas, il y a des tas de films, quoi. Et puis il y avait une deuxième partie de question qui était: est-ce que tu t'es déjà confronté à l'adaptation d'un roman? Mais je pense qu'on a... Oui, donc Corniche Kennedy. Corniche Kennedy, c'est un roman de Mélisse de Kerangal que j'ai donc adapté. Mais oui, j'ai souvent pensé... en fait, mes films autobiographiques, comme il y a un texte, en fait, ils ont été quand même ils étaient très littéraires, en particulier le premier, parce que j'écrivais beaucoup tout en faisant le film. Et donc, il y avait cette inspiration de la littérature. Et là, peut-être que je suis moins là-dedans aujourd'hui, aussi parce que je trouve qu'on est, dans l'ensemble,
dans un moment où l'image mélangée au texte est beaucoup plus fort en fait. Le texte-image, quoi, dans notre expérience quotidienne, et moi je le vis comme beaucoup d'entre vous. Hein. Donc l'image prend beaucoup de place. Et donc comment faire pour que l'image continue d'être vivante, continue d'être une relation à d'autres, et pas juste une relation de l'image pour l'image, ça c'est vraiment une question que je me pose en fait. Dans ma pratique, quoi, comment rester vivant dans un monde qui nous chosifie énormément. Pas facile, c'est une lutte. Hein. Bonjour, moi j'aurais bien aimé que vous nous parliez de votre rapport entre fiction et documentaire, puisque vous faites les deux. Si l'un a nourri l'autre, comment? Oui, non, et voilà. Non, mais parce que comme c'est deux choses complètement différentes, et comment vous y êtes venus à l'un et à l'autre, et s'il y avait au départ une envie, par exemple, que sur la fiction, et comment vous en êtes venus? Je comprends votre question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à faire du cinéma, ou à désirer faire du cinéma, en fait, je ne connaissais que les films de fiction. Sauf les films Super 8 que mon père tournait quand on était enfant, en fait, qui était une forme de documentaire. Mais sinon, j'ai aimé le cinéma par la fiction. Le ciné-club à la télévision, les films que j'allais voir quand j'étais enfant au cinéma le mercredi. Voilà, c'était la fiction. Et le fait que le cinéma était comme une œuvre d'art, un roman. J'aimais les histoires, les romans. Et donc, quand j'ai voulu devenir cinéaste, voilà, j'ai passé le concours d'une école qui s'appelait l'IDEC, et qui est l'ancêtre de l'école que vous connaissez peut-être, qui est la FEMIS. Voilà, et comme j'étais très bonne élève, j'ai eu le concours la deuxième fois. Et donc j'ai commencé à apprendre à rentrer. Et à ce moment-là, contrairement à aujourd'hui, où en fait l'enseignement du documentaire est très développé, à ce moment-là, on regardait quasiment pas de films documentaires. Et donc c'est après l'école qu'on a commencé à montrer des films documentaires. Et donc j'ai commencé à voir des films documentaires. Je me souviens encore de ce moment où c'était au Forum des Images à Paris, où la Société des auteurs, donc des cinéastes qui venaient de beaucoup de la télévision, de tout un courant humaniste de documentaristes de la télévision, se sont mis à montrer leurs films documentaires et les films qu'ils avaient aimé faire. Et moi, je me suis mise à les regarder et j'étais absolument éblouie. Et d'autre part, en fait, je n'arrivais pas à écrire de films de fiction. J'avais énormément de mal avec la forme fictionnelle. Et donc là, quand j'ai vu ces films documentaires, j'ai eu le sentiment que je pouvais le faire. Et je me heurtais à une sorte de vide, en fait. Comment faire consister un film de fiction, c'était horriblement difficile. Et donc j'ai commencé à faire des films documentaires parce que ça me paraissait plus naturel, en fait, pour moi. À ma portée, si vous voulez. Et il se trouve qu'à ce moment-là, c'était le début de la 7 Arte, qui s'est mis à montrer des films documentaires, et il y avait une ouverture, en fait. On avait le sentiment que c'était possible. Donc peut-être que pour les jeunes documentaristes aujourd'hui, c'est plus difficile. Beaucoup de films documentaires intéressants sont faits dans des conditions de financement très très compliquées, quoi, avec une petite chaîne de télévision, très difficile aujourd'hui. Parce que le formatage, en fait, il y avait plus de liberté, si vous voulez, du côté du documentaire, quand j'ai commencé. Et donc ça m'est apparu comme un territoire, en fait, très... Et à ce moment-là, j'ai écrit, en fait, un film de fiction pour un cinéaste dont j'ai parlé tout à l'heure, Jean-Louis Comolli, dont j'ai vu, puisque j'écrivais un scénario de fiction pour lui, j'ai vu ce film Tabarka, avec ses plans séquences tournés par Jacques Pamard. Vous voyez, c'est tout un faisceau, en fait, de circonstances qui a fait que je me suis mise à faire ces films documentaires-là et que j'y ai trouvé énormément de plaisir, en fait, de grain à moudre, on pourrait dire. Et parallèlement, je continue à essayer d'écrire, en fait, un film de fiction. Et finalement, j'ai réussi à finir un scénario. Et puis, avec des tas d'histoires, finalement, je l'ai tourné, quoi. C'est les méandres de la vie, en fait.
On vous entend pas, en fait. Faut que quelqu'un lance le micro. Je peux le faire. En fait, je voulais aussi savoir, par rapport, par exemple, à Cornish Kennedy, où il y a le rapport aux acteurs qui, en fait, sont des jeunes, je crois, qui ne sont pas acteurs à la base. Absolument, oui. Et parce que, bon, en fait, je connais le film et il y a une personne qui avait participé au film que j'ai vu dans un atelier et qui en avait parlé. Ah, génial. Et donc, ma question, un des jeunes acteurs. Non, en fait, je crois que c'était votre productrice qui était venue à l'atelier scénario de la Fémis, sur l'adaptation. Ah oui, c'est possible. Voilà. Et en fait, il y avait eu ce rapport où ça avait beaucoup discuté justement sur le jeu d'acteurs et comment ça avait été mis en place, la difficulté voilà, autour des acteurs là-dessus. Et ma question, c'était est-ce que finalement le documentaire et le réel avaient nourri, par exemple, par rapport à votre travail dans la fiction? Oui, énormément. Voilà. Énormément. Au fond, oui, c'est intéressant cette question, c'est une question que je me pose tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que je me sens si proche de Ken Loach, parce que c'est vraiment le travail que lui, il l'a fait depuis le début. Il a expliqué hier qu'il avait commencé en fait au théâtre et il était toujours, dès le départ, dans une forme fictionnelle qu'il a nourri d'un rapport au réel, enfin d'un rapport documentaire. Moi, j'ai fait un peu le chemin inverse, mais enfin, en même temps, c'est bien deux faces d'une même pièce, quoi. Le monde, le rapport aux autres. Et donc, Cornish Kennedy, c'est un très bon exemple parce que il y a ce roman de Mélisse de Kerangal, et en fait, le roman, je fais d'abord une première adaptation, puis ensuite, je réadapte le roman par rapport aux jeunes gens que j'ai rencontrés et qui m'aident à réadapter le roman avec leur propre expérience. Puis ensuite, ils se mettent à jouer dedans et à mettre des bouts de leur vie, mais pas forcément de leur vie propre, mais de la vie de leurs copains, enfin, vous voyez. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que Alain et Kamel, qui étaient dans le film, n'étaient pas d'accord pour faire un film documentaire. C'est-à-dire qu'ils étaient d'accord pour donner de leur vie protégée par la fiction. Ils voulaient pas... Là, dans le film qu'on vient de voir, ceux qui sont dans le film parlent, c'est la beauté d'ailleurs du documentaire, parlent en leur nom. Ils sont là, face à nous, et ils sont d'accord avec ce qu'ils disent, et ils le disent, quoi. Dans les films de fiction, on va avoir l'aide, et en même temps, comment dire ça, la transfiguration d'un masque qui va nous permettre peut-être d'en dire plus, de le dire autrement. Enfin, c'est pas une question de quantité, mais de dire autre chose que ce qu'on va dire dans un film documentaire. Donc, c'est vraiment deux manières d'envisager les choses. Par exemple, là, je vous parle, on est dans un film documentaire, on pourrait dire, mais il y a une part d'affabulation, enfin de fable, pas au sens du mensonge, il y a une part de fiction, en fait, dans notre situation, quoi. On croit à cette mise en scène de dialogue, et c'est bien parce qu'on y croit qu'on peut l'utiliser pour se parler. La fiction, c'est ça, en fait. D'une façon plus ou moins... Ouais, mais du coup, je me demandais si ça avait changé, le fait que vous fassiez le documentaire, votre vision, votre façon de faire les films de fiction. Ou pas du tout. Oui. Sûrement. C'est-à-dire par rapport à l'insatisfaction dont je parlais tout à l'heure, oui. Parce que justement, si vous faites l'expérience de montrer un film documentaire et ensuite un film de fiction, la plupart du temps, la fiction tombe. Si vous faites l'inverse, ça va mieux. Parce qu'il y a quelque chose de tellement fort dans le réel, quand on arrive à le capter, de tellement polyphonique, que c'est magnifique. Donc tout le travail, et c'est pour ça que je parlais d'insatisfaction tout à l'heure, c'est dans un cadre fictionnel d'essayer d'insuffler, enfin c'est ça que j'aime, moi, hein, d'autres ont d'autres désirs évidemment, d'insuffler cette complexité de la vie, en fait, cette polyphonie de la vie. Donc évidemment, c'est rarement... il y a souvent des dissonances, des trucs qui s'éteignent, enfin vous voyez, c'est rarement aussi extraordinaire que la vie. Vous voyez bien ce que je veux dire. Donc, ça la nourrit dans ce sens-là. Moi, j'ai l'impression que c'est jamais fini.
c'est jamais assez, que c'est jamais... pour des raisons évidentes. Hein. Merci. Mais par rapport à cet aspect-là, on parlait de Cornish Kennedy, et on peut aussi parler de Nadia et les hippopotames, qui va passer après, ou qui ont une portée très presque documentaire, dans la manière dont c'est filmé, dans le contexte dans lequel aussi ces films s'inscrivent. Oui, tout à fait. Dans Cornish Kennedy, il y a cette partie avec les jeunes qui est qui peut s'apparenter à du documentaire, pardon. Sauf que tout est écrit. Tout est écrit, bien sûr, etc., bien sûr. etc. Et puis la partie avec la police, enfin l'enquête policière qui elle plus fictionnalisée, j'ai l'impression. Oui, mais en même temps, tout est écrit dans une collaboration extrême avec un policier qui joue dans le film. Si tu veux, c'est ça qui est fou. Et en même temps, j'étais prise dans des cadres fictionnels qui faisaient que ça se caricaturait très vite. Il n'y avait pas suffisamment de vitalité dans les protagonistes pour m'aider à faire exploser le cadre comme je l'ai eu avec les jeunes. Enfin, c'est un débat vraiment intéressant que moi je me pose beaucoup. Comment faire pour, dans un cadre fictionnel, vraiment les films de Ken Loach qu'on a vus, c'est exactement dans le sujet en fait. Comment faire dans un cadre fictionnel pour faire vivre la complexité de la vie? Bonjour, j'aimerais savoir quel est le rapport que vous entretenez avec les blockbusters hollywoodiens par rapport aux films que vous réalisez. Aucun. Non, je plaisante, mais en fait, il y a deux choses. J'en regarde pas tellement parce que j'ai pas le temps. En fait, au fond, on pourrait dire, j'arrive déjà pas à faire ce que je voudrais faire, donc j'en regarde pas beaucoup, c'est vrai. Et puis, il y a une autre chose, c'est que ils occupent trop d'écran. C'est ça, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas seulement les formes en tant que telles, c'est la colonisation. Le mot, je le pèse. La colonisation que les blockbusters américains, mais d'autres aussi, français, font dans les salles de cinéma. C'est-à-dire que l'espace des films indépendants est très faible. On va avoir justement une occupation, c'est un mot vraiment exact, occupation des écrans d'une façon massive, quoi. C'est vraiment très très choquant. Et dans beaucoup d'endroits, les spectateurs n'ont pas le choix. En fait, dans cette société libérale qui nous dit qu'on a le choix, en fait, on voit bien que il y a des tas d'exemples qui montrent qu'en réalité, on n'a pas le choix, puisqu'on va avoir le même film dans énormément d'écrans où les heures qui peuvent intéresser les gens, il y a toujours le même film, quoi. Il y a peu d'endroits, même si la France est un des pays où il y en a le plus, et c'est très important de le préserver, de le développer, mais on voit bien que, donc je les vois comme quelque chose de néfaste, en fait, enfin, pour le dire clairement. Après, il y a beaucoup d'habileté, de force, dans certains films. Puis il y a des films qui sont complètement lamentables et qui font honte juste en les regardant. Donc c'est trop vaste en fait. Et bien sûr qu'il y a la force, comment dire, de raconter des histoires en fait américaines. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très difficile dont il est difficile, je trouve, de se défaire. C'est la séduction du vainqueur. Justement, ça fait écho avec la colonisation dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, au fond, pour avoir vécu dans un pays qui était un pays colonial, enfin, même si j'étais en France, c'est-à-dire pour avoir vécu cette culture-là, même si elle était vécue par mes parents qui étaient pas du côté des puissants, mais quand même, ils avaient mangé cette culture coloniale, il y a une séduction de celui qui gagne. Tu vois, on a envie d'être du côté des gagnants. On a envie, on dit yes, on emploie des tas de termes américains, on a l'impression qu'ils sont plus sexy. Or quand même, ça vaut le coup de s'interroger pourquoi on trouve plus sexy ces termes-là, cette manière d'être, de se comporter, de bouger, toutes ces modes. Moi, je pense qu'on les trouve plus sexy. Évidemment, ils ont sûrement un charme, mais surtout parce que c'est eux qui sont les plus forts.
Et du coup, c'est dur d'être du côté des plus faibles, des plus fragiles, de ceux qui n'ont pas le matériel, qui n'ont pas le fric, qui n'ont pas le pouvoir, qui n'ont pas la puissance, qui n'ont pas l'éducation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Du coup, on est happé, c'est comme un aimant, en fait. Et donc, ce que je ressens souvent dans les blockbusters, c'est ça, en fait. Puis ils ont la puissance... je sais pas, les films dont vous parlez, par exemple, par rapport à Cornish Kennedy, coûtent peut-être 20 fois plus. Vous voyez? Et en termes... c'est-à-dire que, par exemple, leur budget de sortie, leur budget publicitaire, pour vous donner envie d'aller les voir, coûte beaucoup plus que l'argent que j'ai eu pour faire le film. Donc, si vous voulez, j'ai la sensation, moi, d'être un vélo sur l'autoroute avec des 30 tonnes qui sont sur la même ligne de départ apparente, quoi. Il y a un truc de disproportion complètement dingue sur le plan des moyens. Après, ce que je pense, c'est que il faut faire avec les moyens qu'on a le film le plus sincère possible, ben voilà, et que votre présence à vous comme personne, ça vaut les millions de personnes qui, à travers le monde, mangent cette nourriture qui souvent est un poison, en fait, enfin, à mon sens. Et que racontent ces films? C'est aussi une question. C'est trop vaste de dire ces films, parce que, évidemment qu'il y a des différences, mais bon, bah, c'est souvent quelque chose d'une morale épouvantable, enfin, où l'étranger, l'ennemi, on va tous être ensemble pour le battre, enfin, voilà, vous voyez bien le genre d'idéologie, en fait. Il s'agit quand même de conforter l'Empire, la plupart du temps, dans ces films-là. Bien sûr. Juste en attendant, vu qu'on vient d'avoir une critique à peine... Évidemment, moi j'aurais envie de vous poser la question de pourquoi vous posez cette question-là, vous. Bah, vous, comment vous les considérez, ce que vous avez dans l'esprit quand vous dites blockbuster? Je vais poser la question. Ben, c'est la même que celle que vous m'avez posée. Ben, voilà. Oui, non, mais sûrement. Mais il faudrait savoir pourquoi, quoi, enfin... Ouais, ouais, bien sûr. Mais quoi, par exemple? Ouais. Bon. Non, mais ça mérite d'y réfléchir, en fait. Qu'est-ce qui est raconté vraiment dans les films? À la fois dans la forme et aussi dans le... Enfin, qu'est-ce que raconte la forme, quoi. Mais bon, franchement, c'est vraiment intéressant hein, d'essayer de voir dans quoi on est pris, quoi. Mais y compris moi, hein, il n'y a pas que vous qui êtes pris là-dedans. Enfin, moi, j'ai le sentiment que je suis vraiment prise avec ça dans des formes qui me dépassent. Et là, qui me bouffe le cerveau. Bonjour. Vous évoquiez un instant vos parents. Comment ça s'est passé avec eux au départ? Parce que leur fille partant à Paris, pas forcément simple à accepter. Ouais, et vrai. Dans le contexte où on est aujourd'hui, masterclass, est-ce que vous en faites régulièrement, entre autres avec des étudiants, le fait de parler des réalisateurs qui vous ont inspiré pendant votre jeunesse, est-ce que vous avez une envie de transmettre cela ou éventuellement d'écrire quelque chose pour que les générations futures retrouvent une envie de faire du documentaire ou de faire du cinéma, tout simplement? Merci, c'est super gentil cette question, mais je ne sais pas si je serais capable d'écrire quelque chose. J'y ai jamais pensé en fait à ce que vous me proposez. Là en ce moment par exemple j'enseigne à la FEMIS, j'accompagne 6 étudiants qui font 6 films documentaires. Je le fais quelquefois. Je pense que je ne suis pas vraiment capable d'être prof tout le temps. C'est un métier qui est difficile, je trouve, dans la répétition. Pour moi, c'est plus facile de le faire de temps en temps, en ayant vraiment la flamme de le faire pour une fois, quoi. Vous voyez, c'est pas mon métier, justement. Oui, j'aime bien le faire, finalement. J'aime bien le faire. Souvent, j'ai l'impression que je ne sais pas le faire, puis quand même, j'arrive un peu à les aider, quoi.
Et donc mes parents, oui, mes parents, ils trouvaient ça, ils étaient terrifiés en fait que je veuille faire du cinéma. Ils aimaient pas du tout cette idée. Et puis, mais ce qui les rassurait, c'était qu'il y avait une école publique en fait, donc qui était l'IDEC à ce moment-là, et ils avaient l'impression qu'il y aurait une bonne formation, que c'était une bonne école, que c'était une très mauvaise idée d'être cinéaste. Ma mère disait, tu peux pas faire ça, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'était encourageant, mais bon. Et d'ailleurs, elle n'avait pas tort, c'est vrai que c'est pas évident. Mais voilà, j'ai eu de la chance d'une certaine façon. Bonjour. Pour en revenir à ce que Matteo disait, est-ce que aujourd'hui le cinéma n'est pas plus lié à l'économie, à la rentabilité que le film va avoir, qu'à plutôt l'art et la passion du cinéma? Bah oui, c'est vrai, oui. Oui, oui, c'est-à-dire que la puissance de l'argent est beaucoup plus, enfin, est très forte en tout cas, et dans tous les médias. Et puis on est dans un moment où le libéralisme est beaucoup plus puissant qu'il ne l'était dans ma jeunesse, par exemple. On sent que vraiment, et c'est Warren Buffett, un milliardaire américain, qui a dit quelque chose comme dans la lutte entre le capital et le travail. Aujourd'hui, c'est vraiment le capital a beaucoup plus de puissance. C'est vrai que c'est difficile de ne pas être écrasé par ce sentiment de toute puissance du capital aujourd'hui. Et donc dans le cinéma, on le retrouve aussi. Après, il y a en France un peu des garde-fous qui datent de la Seconde Guerre mondiale, qui permettent d'avoir un peu d'argent par le Centre national du cinéma. Donc je vous rappelle que c'est une part de la taxe, une part du billet en fait qu'on paye dans la salle de cinéma, qui sert à subventionner en fait des films indépendants pour beaucoup. Et puis normalement une obligation en fait des chaînes publiques et de Canal+ de mettre de l'argent dans le cinéma. Donc en fait notre cinéma il continue d'exister parce qu'il y a des décisions politiques qui permettent de faire exister des films qui ne sont pas purement des gestes de commerce. Et Ken Loach d'ailleurs vous expliquait hier que et il y a beaucoup de cinéastes à travers le monde qui peuvent continuer à faire des films parce qu'ils bénéficient aussi de ce système-là, c'est-à-dire de la coproduction du cinéma français en fait. Donc c'est vrai que c'est au-delà de notre cinéma en fait. On préserve la possibilité de faire entendre des voix singulières, des voix qui justement permettent de faire exister un monde où les réponses ne sont pas toutes faites. Au fond, ce qui est gênant, grave même, dans les films qu'on pourrait appeler entre guillemets blockbusters, ou dans les films ou les œuvres qui sont entièrement décidées par le commerce, c'est que la recherche est moins importante, ou pas du tout importante, qu'on sait déjà les réponses. On est dans créer un produit qui va plaire aux gens, alors que dans un cinéma qui est plus dans la recherche, ça permet de faire vivre des idées dont on n'est même pas conscient. Quand John parlait du fait que les films ne sont pas un exemple, je veux dire, ils ont leur maladresse, mais c'est juste une façon de vous rendre sensible, ce que j'essaye de dire. Quand je disais, au fond, vos films préfigurent ce qui va arriver. C'est aussi parce que j'avais la liberté de filmer ce qui était là, sans avoir la réponse avant de filmer. Or, les films qui sont des produits, ils ont déjà les réponses. Et donc, ils cherchent à illustrer les réponses pour être des produits adaptés à l'idée qu'on se fait du client, en fait. Donc, c'est complètement une démarche différente. Évidemment que c'est grave de sentir que dans les moyens d'information, dans le travail artistique, cette espèce de mainmise du commerce et du capital. En même temps, ce que je ressens moi, mais j'imagine que vous aussi, j'espère, c'est que parallèlement à cette espèce de main de fer en fait qui nous étrangle, il y a énormément de bouillonnement en fait dans des tas d'endroits inattendus. Et il y a énormément de choses qui se passent à travers des jeunes gens, à travers des gens qui se mettent à faire, je sais pas moi, des coopératives, des groupements d'achat, des conversations ensemble. Enfin, il y a aussi comme une espèce d'effervescence
dont on ne connaît pas le visage à venir. Et il faut peut-être faire confiance à l'événement. Peut-être que de cette effervescence va sortir quelque chose qui va nous surprendre et nous, entre guillemets, ouvrir, sauver, ouvrir des perspectives, quoi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai le sentiment, et j'imagine que vous aussi, que les perspectives sont assez sombres. Mais on est là. Donc c'est pas sombre, ça. Faut le voir aussi. J'ai une question. Est-ce que vous êtes allé au festival de Sundance sur le cinéma indépendant? Bien, ils ne m'ont pas invité pour l'instant. Mais si vous les connaissez, n'hésitez pas à leur parler de moi. Ça vaut le coup d'y aller, hein? Bah oui. Mais vous y êtes allé? Oui, il y a très longtemps. Bah, au début, c'était très sympa. Sûrement. C'est en train de devenir commercial. Mais avec voilà, l'introduction des plateformes. Enfin, moi, je trouve que le danger mortel du cinéma aujourd'hui, c'est l'irruption dans des plateformes et qui viennent même investir des lieux de production qui étaient jusque-là indépendants. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut trouver comment faire vivre une alternative, en fait. C'est-à-dire que, en fait, voilà, ce que je trouve vraiment néfaste, c'est le fait que l'idée d'alternative politique et même morale est érodée aujourd'hui par tout ce système libéral dans lequel on se trouve. Et la chute du mur de Berlin a marqué ce moment-là. Donc je pense qu'il faut maintenant réinvestir l'idée d'alternative, d'une autre société. Bon, là, je crois que c'est le moment d'arrêter, parce que... Non, mais vous avez le droit de partir. Merci beaucoup. Ben non, merci à vous. Je me rends pas compte de l'heure qu'il est, en fait. C'est peut-être que... On a un bus, on est désolé, mais non, merci. Cette journée avec vous a été un vrai plaisir. À bientôt, au revoir. Madame Lantier, elle va nous en parler. Minuit moins de quart, d'accord, ok. Très bien. Non, mais ils ont le droit d'en avoir un peu marre de m'entendre parler. Et vous vous attendez à une folle embellie, quelque part? Je l'espère, oui. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait, oui. J'espère qu'on échappera au chaos. Refaire un film sur les... Grâce à vous, quoi, grâce à moi, grâce à Ken Loach, grâce à notre vitalité, à notre capacité de création, à tous ces jeunes gens qui sont là, qui vont prendre le bus, là. Je m'en rends pas compte de l'heure qu'il est, en fait. Non, on a encore le temps. Bonjour. En fait, c'était plus une question par rapport à l'éthique dans vos films. Ouais. Et moi, j'ai trouvé hyper touchant la manière dont vous arrivez à installer un climat de confiance en fait avec vos personnages, en tout cas avec les gens que vous rencontrez dans vos films. Et en fait, je voulais vous savoir si vous avez des dispositifs que vous mettez en place de manière systématique ou non, si vous pensez qu'il faut en avoir. Si vous avez été capable d'identifier ça au fur et à mesure. Et puis oui, voilà. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on est souvent dans des démarches qui vont vers l'extraordinaire. Et là, c'est un peu un éloge de l'ordinaire, ce que je vois aujourd'hui et puis aussi hier avec Ken Loach. Donc ça fait chaud au cœur, quoi. Oui, c'est vrai. L'ordinaire, oui, vous avez raison. Mais je pense que ça vient en fait de d'où je viens. C'est-à-dire justement, je viens de là en fait. Voilà, mais mon père n'a pas eu le bac, ma mère a quitté l'école à 13 ans. J'étais dans une famille de gens entre guillemets ordinaires que je trouve extraordinaires. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me nourrit en fait profondément. Et je pense que la confiance dont vous parlez, elle vient plutôt de là que de dispositifs qui ont changé, enfin, etc. Je pense que c'est vraiment une question d'identité, là, pour le coup, enfin, d'être, qui faisait écho avec ces personnes-là. On se sentait bien ensemble, en fait, pour ça. Parce qu'on avait quelque chose de profondément commun. On était des gens du commun. Et on avait ça en commun. Et ça a été très fort. D'ailleurs, c'est plus difficile pour moi quand on n'a pas ça.
plus difficile de filmer, par exemple, des acteurs connus, vous voyez, parce que je me sens dans un rapport qui est plus compliqué, en fait. Donc, oui. Non, j'ai l'impression que... il s'agit toujours d'un rapport avec l'autre. Le cinéma, c'est vrai que c'est filmer l'autre. C'est filmer des personnes. C'est ça, en fait, profondément. On va filmer des êtres. On filme parfois des paysages, mais c'est toujours le regard de quelqu'un, en fait. Il y a l'être humain qui est au centre du cinéma. Donc, il s'agit, je trouve, d'une morale vraiment profondément personnelle, d'une sincérité. Donc, je dirais que c'est vraiment à travers ça, en fait, à travers votre propre sentiment de ce qui est moral, que ça doit se construire. Après, la manière de le faire, ça dépend des époques, ça dépend de votre outil, ça dépend d'un tas de choses, mais fondamentalement, c'est votre jugement de la relation qui est en train de s'instaurer. Et on n'y arrive pas toujours. Moi, il y a des moments où j'ai eu l'impression que j'étais pas tout à fait juste, enfin, etc. Quoi. C'est beaucoup de... C'est pas forcément toujours naturel, en fait. Hein. On peut se tromper aussi, comme dans la vie. Il y a quelque chose de très fort aussi qui émaille en fait la plupart de ta cinématographie, c'est justement l'aspect social qui est très fort et le rendu de ce contexte social qui touche chacune et chacun de tes personnages. Mais du coup, cette entrée, elle se fait par l'histoire à chaque fois, elle se fait par un contexte où c'est vraiment... Enfin, comment tu arrives en fait? Parce que vraiment, chacun de tes films, moi j'ai l'impression, aborde une question, une thématique ou une problématique sociale. Mais tu vois, je pense que ça n'est pas volontaire en fait. C'est-à-dire que donc j'ai esquissé le fait tout à l'heure que je suis née en Algérie et j'étais toute petite en fait quand mes parents sont venus en exil dans leur esprit en France. Ils étaient français et donc au moment de l'indépendance, ils viennent en France et ils se retrouvent comme beaucoup d'immigrants en fait, hein, démunis et à essayer de reconstruire leur vie. Donc je crois que faire un film, c'est faire partager une expérience en fait. Et je crois que cette expérience-là, c'est-à-dire d'être enfant d'immigrés en fait, d'être enfant de personnes qui étaient dans un chagrin extrême et dans un moment, dans un effort de reconstruction, ballotté par l'histoire, justement c'est là la réponse à ta question, ça a été fondateur pour moi et que c'est pas que je le décide en fait, c'est que c'est mon pli, disons. C'est comme ça, c'est mon expérience profonde. Alors ça peut prendre des formes différentes suivant les moments, les circonstances, les moments de la vie, ce que je suis capable de faire ou ce qu'on me donne la possibilité de faire. Mais j'ai l'impression que cette expérience-là, elle est très fondatrice en fait pour moi. Et donc, voilà, c'est ce pli-là que je continue. Hein. Tout bêtement, je ne sais pas si je serais capable de faire autre chose en fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas, par exemple, je me suis beaucoup interrogée sur les dénouements de mes films. C'est que les dénouements sont toujours positifs. Pour le moment, je ne sais pas, justement, contrairement à Ken Loach, je ne suis pas capable de faire une tragédie. Je ne pourrais pas faire Sweet 16. J'admire Sweet 16, mais c'est impossible pour moi. Et je pense que justement, c'est ce pli-là. C'est-à-dire que voilà, j'étais là avec des parents en miettes qui se sont reconstruits. Et je crois que j'ai voulu les guérir, les aider, les porter. Et c'est ça mon mouvement, en fait, d'essayer de trouver des solutions. Donc je ne peux pas faire autrement. C'est pas une décision, quoi, là, pour le coup. Tout n'est pas dans la volonté. C'est une toute petite question. Ouais. Alors, attends, il y a juste le micro, comme ça tout le monde peut t'entendre. Merci. Désolée si on vous l'a déjà posé dans la première partie de la discussion, je n'étais pas là. Ça va, j'ai oublié. Est-ce que vous avez des projets actuellement Ouais, j'ai plein de projets. J'ai beaucoup de projets en fait, parce que j'ai vécu là une période assez sombre dans laquelle j'ai pas fait beaucoup de films. Et là, il se trouve que il y a une espèce de floraison de projets, quoi.
il y a un film que j'espère faire bientôt, qui est un film autour de la broderie, donc, qui raconte l'histoire de deux... donc c'est un scénario en fait que j'ai écrit, justement, là c'est une réponse à quelqu'un qui posait la question sur le documentaire. Voilà, par exemple, là, qu'est-ce qui se passe? Ma mère brode dans un club de broderie. Donc je me suis mise à m'intéresser à ce qu'elle faisait, et à m'intéresser à ses copines du club de broderie, etc. Et donc à me demander si j'allais pas faire un film documentaire avec Anna, donc, qui m'a aidé à faire ce travail. Voilà, on a fait des photos, des entretiens, etc. Et puis finalement, on s'est raconté des histoires à partir des histoires des autres. Et c'est devenu une histoire, en fait, un film de fiction de deux brodeuses voilà, qui font de la broderie et de tout ce qui se passe entre elles. Alors, je ne vais pas vous en raconter plus, peut-être. Mais du coup, ça m'a vraiment passionnée, en fait. Tout ce qu'on peut mettre dans un travail qui, au départ, est un travail répétitif, en fait. Et comment il y a des femmes aujourd'hui qui vont retourner ce travail, cette soumission, en fait, enfin, c'est ce travail à l'intérieur du foyer pour dire d'autres choses, pour avoir toute une parole critique, libératrice, personnelle, etc. Donc le film, il est inspiré de ça. Donc ça a été tout un mouvement pour moi formidable. Et là, ce week-end, chez moi, il y a une expo que je vais rejoindre demain, de copines brodeuses qui brodent des tas de trucs magnifiques. Donc j'essaye de continuer à travailler sur le film de cette manière-là. J'espère bien le faire l'année prochaine. Voilà, peut-être je viendrai vous le montrer, si on m'invite. Peut-être que je serai invitée à Sundance grâce à monsieur là-bas. Dernière question. Je compte sur vous. Hein. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la morale au cinéma, et j'aimerais savoir un peu votre avis par rapport à ça. À quelle place devrait occuper la morale dans le cinéma, surtout dans le paysage actuel? On se pose beaucoup de questions quand il s'agit d'un film, des questions sur la morale, que ce soit des acteurs, du réalisateur, du thème abordé, du sujet abordé. Et j'aimerais savoir un peu votre avis par rapport à... Ben là, je sais pas trop quoi vous répondre, parce que ça dépend beaucoup du film en question, quoi. Je saurais pas quoi vous répondre. D'ailleurs, j'ai pas tellement parlé de la morale, non. Mais je sais pas si au cinéma il y a une autre morale que la morale qu'on peut avoir dans la vie, en fait, et qui est d'ailleurs personnelle à chacun. Faut peut-être préciser votre question. À quoi vous pensez, par exemple? Je pense un peu à toutes les critiques de films, de cette tendance un peu à la censure qui fait partie un peu aujourd'hui du paysage du cinéma, où avant même la sortie du film, il faut revoir un peu le passé de tel acteur ou de tel autre acteur, de tel réalisateur, ou même par rapport aux sujets aussi qui sont abordés, avant que le film soit diffusé ou voire même tourné. J'ai du mal à répondre à votre question, en fait. Je sais pas quoi vous répondre. Je suis désolée. Je sais pas. Mais peut-être tu parles par exemple de films qui traitent peut-être d'un sujet qui peut être polémique, et avant même qu'il soit sorti, il y a déjà des jugements qui sont faits avant, et qu'en fait on laisse pas vivre l'œuvre, peut-être, ou on la laisse pas sortir. C'est ça dont tu parles, ou... Il ne s'agit pas juste du contenu, je parle surtout de l'équipe cinématographique. Il s'agit du réalisateur, de l'auteur, de l'acteur. On a entendu récemment partout dans le monde, quand il s'agit d'un acteur par exemple qui est par exemple critiqué pour sa morale dans sa vie personnelle. Ah non, mais là vous parlez, excusez-moi, parce que là il ne s'agit pas de morale, il s'agit de délit. C'est-à-dire que, si je comprends bien votre question, vous vous demandez si on peut juger quelqu'un, si quelqu'un qui a fait un viol, par exemple, si c'est ça dont vous parlez. Non, pas forcément un viol, mais
comment donner il y a plusieurs exemples, mais entre autres, peut-être, ou ce qu'il a fait dans sa vie personnelle. Sincèrement, je ne sais pas quoi vous répondre. C'est-à-dire que moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est comment dire, que ce n'est pas parce qu'on est un artiste qu'on est exonéré du droit commun. C'est-à-dire que violer quelqu'un, abuser de quelqu'un, même si on est cinéaste, même si on est très connu, bah, c'est un délit en fait, hein, voilà, comme pour n'importe qui. On ne dit pas, vous vous souvenez peut-être de la blague de Blanche Gardin, ce boulanger, d'accord, il viole des petits-enfants, mais il fait un bon pain. Bon, voilà, il fait un bon pain, mais il viole aussi des petits-enfants, donc c'est un délit, il doit être jugé, voilà ce que je pense. Et une chose est un délit, autre chose sont des campagnes autour sur quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Mais c'est trop général en fait votre question, je ne sais pas quoi répondre. Est-ce que justement, est-ce qu'il faut qu'ils soient jugés, mais quand même voir leur film? Bah oui, je dirais oui. Oui, je dirais oui. Oui. Enfin moi c'est ce que je ressens. Après, chacun peut avoir ses. C'est vrai que je vais être plutôt opposé à la censure sur les œuvres. Mais en revanche, oui, je pense que quelqu'un qui fait un délit, doit être jugé. Enfin, c'est banal hein, de le dire. Oui. Oui, je pense que c'est terrible de détruire des œuvres. Et d'ailleurs, on pourrait dire que, enfin, c'est banal de dire ça, je suis désolée de le dire, mais moi j'ai le sentiment d'être animé aussi, comme tout le monde, de noires pensées, de faire des conneries, de faire des gestes inappropriés. Voilà, évidemment, j'assassine personne, mais je peux comprendre, ressentir par les mouvements de haine que j'ai en moi, ou de jalousie, ou de folie par moment, ce que c'est de passer à l'acte. Même si passer à l'acte, c'est différent d'avoir des noires pensées. Mais qui échappe aux noires pensées? Personne. Et donc l'œuvre, elle va porter tout ça et elle a une richesse parce qu'elle porte le noir et le blanc, enfin la couleur et les nuages sombres. Donc oui, ce sont des richesses. Ne pas boycotter les films des gens qui sont accusés. J'en sais rien, c'est trop général. Franchement, là, je crois qu'il faut s'arrêter là, mais c'est trop général. C'est-à-dire, ça dépend qui, quoi, pour dire quoi, etc. Oui, il y a des films que je peux détester pour des tas de raisons, mais en tout cas, les censurer, c'est autre chose que les boycotter, en fait. Censurer, ça veut dire qu'une société décide de ne pas montrer, de détruire, en fait, une œuvre. Et là, c'est différent que des gens qui décident de ne pas aller voir un film. C'est pas du tout, ça se passe pas au même endroit. Et puis le problème se passe aussi peut-être en amont, c'est pourquoi ces gens-là continuent d'être financés. Enfin voilà, il y a aussi, je pense, un débat qui... Et c'est trop vague en fait. C'est trop vague. Mais on va conclure là sur cette belle note. On peut trouver une autre note. Non. Dominique, on a reçu les livres, l'ouvrage de Julie. Ah oui. Alors oui, j'ai eu la chance que une universitaire, en fait, Julie Savelli, a décidé il y a 2-3 ans d'écrire tout un livre, en fait, avec beaucoup de contributions sur voilà, tout ce parcours que j'essayais de vous raconter un peu là, aujourd'hui. Voilà, du coup, le livre sera en vente encore tout ce soir. Bon, je ne touche aucun pourcentage, malheureusement. Nous non plus, il va direct à cette très belle maison d'édition de l'Incidence Éditeur. Oui, alors là, oui, c'est un exemple. Voilà, ils sont 2 pour faire marcher cette maison d'édition, en fait. Bah oui, mais en même temps, c'est une voix, quoi. Voilà, au fond, favoriser la liberté des voix, et c'est très important, même si c'est des toutes petites voix, même si on est dans les catacombes à garder des flammes, il faut le faire. Voilà, c'est ce que je pense. C'est un très bel ouvrage, donc n'hésitez pas, on a quelques exemplaires. Et puis comme Dominique est encore là toute la soirée. Toute la soirée, il y a des dédicaces, on n'en peut plus. Et oui, donc on se retrouve dans quelques minutes pour Nadia les hippopotames, et on aura la chance également d'être rejoint par Marilyn Canto
qui sera avec nous, et qui est l'une des 2 actrices principales du film. Merci beaucoup de votre écoute, là. C'était magnifique d'être porté par votre écoute. Merci. Merci.